Chères joueuses et chers joueurs, bonjour. Je vais vous présenter en cette fin d'année en fait mes coups de cœur de l'année 2024. Nous approchons de Noël, peut-être que vous espérez offrir des cadeaux à vos proches ou vous faire des cadeaux à vous, et peut-être que vous n'avez pas d'idée ou que vous voulez avoir des précisions ou que vous voulez savoir tout simplement ce qui nous a plu. Donc, je vais maintenant vous présenter 5 jeux que j'ai choisis donc pour vous pour cette fin d'année. Alors j'aurais pu en choisir beaucoup plus, mais on est contraint par le temps parce que nous sommes 6 au magasin et donc les autres vont vous proposer aussi leurs nouveautés. Donc je vous invite, après avoir regardé les miennes, de regarder aussi les nouveautés présentées par David, par Fanny, par Antoine, par Alex et par Alice. Allez, on y va, je vous montre ça. Alors, je vous présente Sur les traces de Marie Curie. Alors, Sur les traces de Marie Curie, c'est un jeu de Florent Fay, Florent Fay, je pense on doit dire, qui fait des jeux depuis un petit moment, parce que le premier jeu qu'il avait sorti, c'était en 2010, il me semble, et ça s'appelait Harry Harlow. C'était un jeu qui se passait sur le canal du Midi. Et voilà, donc je me souviens de ce petit jeu qu'il avait sorti. Donc celui-ci, donc c'est Florent Fay, et c'est illustré par David Sidbon et Vaiana Hino. Et Vaiana Hino qui a fait donc toutes les illustrations du jeu à l'aquarelle, donc c'est vraiment magnifique. Et il me semble bien que d'ailleurs Vaiana Hino habite Bordeaux. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense bien qu'elle ait un nom qui rappelle un fameux coureur cycliste breton. Je crois qu'elle habite Bordeaux. Alors, sur les traces de Marie Curie, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, parce que l'an dernier, on vous avait déjà présenté sur les traces de Darwin. Et donc, sur les traces de Darwin, c'était un jeu essentiellement de tuiles, qui était assez facile. On va dire que c'est un jeu d'entrée de gamme pour des joueurs plutôt débutants, jeu familial, mais vraiment pour débutants. Là, on est sur un jeu familial, toujours, mais vraiment beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que déjà, il va y avoir beaucoup plus de choses à gérer. Ce n'est pas que de la tuile, bien qu'il y ait le liané, mais il va falloir aussi gérer des ressources, il va falloir gérer son laboratoire en l'améliorant, il va falloir gérer des tuiles aussi parce qu'on a des petites thèses à écrire, on va aussi avoir des cartes, des espèces de cartes d'objectifs à réaliser, et ça va être aussi une course contre le temps, parce qu'en fait, on va jouer depuis la naissance de Marie Curie jusqu'à son décès. Alors, ça s'appelle Sur les traces 2 parce que c'est toute une série qui commence à s'étoffer sur des personnages célèbres, sur des scientifiques célèbres. Donc, comme je vous ai dit, on a eu déjà l'an dernier Darwin, et donc cette fois, on a Marie Curie. Donc Marie Curie qui a fait des travaux sur la radioactivité, notamment avec son mari Pierre Curie aussi. Donc il avait monté un laboratoire à Paris. Alors tout ceci est très bien documenté dans le petit appendice qui est ici, parce qu'en fait c'est un jeu édité par Sorry We Are French, et Sorry We Are French, quand ils éditent des jeux, ils ne font pas semblant, c'est toujours magnifique. C'est-à-dire que le matériel est vraiment très soigné, que ce soit la boîte, le matos qu'on trouve dedans, cette petite tour à cube, pardon, dont je vous parlerai tout à l'heure, tout est très beau. Et à chaque fois, il y a aussi un contenu, on va dire, je ne sais pas dire pédagogique, bien que oui, c'est un peu ça, mais du moins, il y a des informations sur le jeu, mais aussi des informations sur l'univers du jeu. Et donc là, on va apprendre plein de choses sur Marie Curie. Et notamment, dans ce petit appendice, en fait, il va y avoir de détailler chaque année, en fait, chaque moment clé de la vie de Marie Curie, qui est sur le plateau de jeu, qui va être en fait l'espèce de compte-tour. Parce qu'en fait, on va commencer depuis 1867, la naissance de Marie Curie, jusqu'à 1934, l'année de sa mort. Et donc, on va progresser comme ça sur ce petit tableau, et chaque année clé est détaillée là-dedans. Il y a un petit speech sur chaque année, en fait, qui a fait la vie de Marie Curie, et de ses acolytes, et de son mari, et des gens qui travaillent avec elle dans le laboratoire. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et il y a aussi en fin de livret un passage très intéressant sur comprendre la radioactivité. Alors ça peut paraître bête en fait, mais on apprend plein de trucs sur qu'est-ce que c'est la radioactivité et ses utilisations, alors en matière de médecine, en matière de recherche, même en histoire, ainsi de suite, même en matière militaire aussi bien entendu. Voilà, il y a même un petit passage sur la radioactivité à expliquer aux enfants. Voilà, donc ça c'est très très bien fait. Et
en fait, donc, nos vidéos coup de cœur, c'est en fait pour expliquer aussi pourquoi on aime les jeux. Et moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce jeu. Donc, en particulier parce que c'est un jeu d'un format familial, c'est-à-dire que on peut y jouer avec un panel très large de joueurs, à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, et avec des gens qui connaissent déjà un petit peu les jeux de société, mais on n'a pas besoin de jouer avec des experts, bien que les experts peuvent aussi y trouver du plaisir. Ce qui m'a plu, donc, c'est aussi cette abondance de matériel et sa qualité, et puis ce qui me plaît aussi, c'est à chaque fois les thèmes qui collent bien au jeu. Parce que quand je joue à quelque chose, il faut que ça me transporte. Et si c'est juste pour mettre des pions dans un coin et en ramasser d'autres et dire « Ah ben j'ai des pions marrons et qui se transforment en pions bleus, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. » Moi je viens du wargame, je viens du jeu de rôle, et donc il faut que les jeux me racontent quelque chose. Et comme j'aime bien l'histoire, ben, cette gamme-là, en fait, elle est parfaite parce qu'on a à la fois les plaisirs du jeu et les plaisirs de la connaissance et d'avoir aussi un bel objet devant soi. Alors, pour ce qui est des explications des règles, je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous allez en trouver plein sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder, bien sûr, les vidéos de notre chaîne, donc de la chaîne de Jeux des cartes Bordeaux, dans lequel on explique déjà le jeu. Mais je peux déjà vous dire à peu près quelques petits trucs. Le tour, ça commence au début en prenant des ressources, en fonction, bien sûr, de celles qui sont disponibles ce tour-ci. Et on va les mettre dans cette tour à ressources. Alors, on les met dedans et vous allez voir, attention, voilà, il y en a quelques-unes qui sortent. Alors là, ben, ce sont les mêmes qui sont sortis, mais il y en a d'autres, regardez, tac. Et en fait, ça, il y a un petit côté aléa, mais qui s'explique, parce qu'en fait, ça, c'est un objet d'expérimentation, donc c'est un outil dont se servait Marie Curie. Et ben, quand on fait des expériences, ben, en fait, quelquefois, on loupe. Donc en fait, c'est pas parce que je mets quatre ressources de pêcherel là-dedans que forcément de l'uranium va en sortir. Des fois, le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances. Donc en fait, cette tour, ben, elle va simuler ceci. Donc ça veut dire que quand je vais mettre des trucs dedans, ben, des fois, il n'y a qu'un petit truc qui sort, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est le plaisir d'avoir ce matériel-là aussi. Et une fois que les ressources sont sorties, on peut les utiliser soit pour réaliser des objectifs, des expériences, notamment que l'on ferait dans son laboratoire. Alors, il y a, dans les labos, il y a plusieurs comment ça s'appelle des points verts, des trucs comme ça. Alors j'ai noté les noms parce que je ne suis pas scientifique. Et donc je vais essayer de vous noter. Donc il y a les béchers, c'est ces trucs. On s'en sert beaucoup, il y a un petit bec verseur. Donc il y a des béchers, il y a les ballons. Ça on s'en sert quand on veut chauffer des préparations. Et puis il va y avoir ici le pêche blend dans lequel, pardon, non, le pêche blend c'est ça, c'est cette ressource. Je vous en parlerai un petit peu après. Et l'RN meilleur dans lequel en fait on va pouvoir faire nos expériences. Voilà. Donc on va pouvoir s'en servir pour ça. Mais si on estime qu'on n'en a pas l'utilité, on peut aussi commencer à rédiger des thèses. Alors les thèses, on a 4 niveaux de thèses. Et ben, les scientifiques aussi, ça écrit dans des revues, ça publie des choses. Et donc petit à petit, on va écrire des thèses. Et ces thèses-là, en fait, vont vous rapporter des ressources, des éléments supplémentaires, ainsi de suite. Donc ça va, des fois, vous aider dans ce que vous avez à faire. Ça peut vous permettre aussi de réaliser des objectifs. Chacun a un objectif en début de partie. Et par exemple, moi, mon objectif, c'était d'avoir au moins une thèse de chaque type. Donc il y a 4 types de thèses. Si j'arrive à les valider, je marquerai un point de victoire. Alors vous allez me dire, un point de victoire, c'est pas beaucoup. Dans ce jeu-là, vous savez que c'est un jeu qui n'est pas très généreux en points de victoire. En général, on gagne avec une dizaine de points, 10, 11, 12, 13, ainsi de suite. Et donc, quand il y a des points à prendre, il faut pas hésiter. Donc là, par exemple, en réalisant des thèses, on gagne des points. En faisant des expériences avec ces deux formules, on gagne des points aussi, ainsi de suite. Il y a des moments aussi où on avance sur le plateau, on peut gagner des points. Si vous avez Marie Curie avec vous dans votre laboratoire, vous gagnez des points aussi, ainsi de suite. Mais alors vraiment, c'est un jeu qui est assez... comment dire, on ne gagne pas des points par poignée. Voilà. Il y a certaines actions qui vont avoir ce petit symbole dessus, qui est le symbole du chronomètre. Et ce petit symbole de chronomètre, à chaque fois qu'on va l'avoir, on va faire avancer en fait le chronomètre sur la piste du temps. Et donc ça va nous rapprocher de la fin du jeu, parce que la fin s'arrêtera lorsqu'on arrivera à 1934. Et lorsqu'on se positionne sur un nouvel endroit, eh bien, il y a des effets que l'on va en fait réaliser immédiatement.
Et donc, des fois, il y a des effets qui vous donnent des choses, et des fois, il y a des effets où il faut des prérequis. Et donc, à vous de bien avoir préparé, en fait, votre timing pour pouvoir en tirer les différents objectifs. Par exemple, là, en 1895, ben, quand on arrive dessus, si vous pouvez fournir un radium, vous avez un point de victoire, ce qui vaut quand même pas mal de coups. Voilà en gros, donc comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans les détails, je vais rappeler ce qui me plaît, le matériel, les éditions donc, de Sorry Our French, c'est toujours de grande qualité, le thème, des parties assez rapides, c'est des parties qui vont durer 45 minutes à peu près, et une belle rejouabilité, parce qu'en fait il y a énormément d'expérience à faire, il y a plein de petits trucs, voilà. Donc je vous le conseille. Si vous avez aimé Sur les traces de Darwin, vous devriez aimer celui-ci, mais attention, c'est quand même un cran au-dessus. Les traces de Darwin, on peut y jouer à partir de 7-8 ans. Celui-là, c'est quand même plutôt 10 ans, parce qu'il va falloir se concentrer un peu plus dessus. Il y aura beaucoup plus d'actions à faire. Voilà. Alors, voici le jeu Footprints, donc les empreintes de pas. Donc là, c'est un jeu qui nous vient du froid, qui vient de Norvège. Donc c'est un éditeur norvégien, Chili Fox. La version française, c'est Matago, donc des Français de Bordeaux qui font la version française. Et les deux auteurs, donc il y a trois auteurs, donc deux frères donc norvégiens. Il y a Asmund et Elif Svensson et Geir André Valkist. Voilà, donc c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. Et c'est très plaisant. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a plu là-dedans? Mais déjà, on peut y jouer de 1 à 6. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, même si vous êtes tout seul, vous y jouez. Si vous avez plein de monde autour de vous, vous y jouez aussi. Alors là, j'ai fait juste une petite mise en place avec juste le matériel de 1 joueur pour pas trop encombrer la table parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Donc si j'avais tout mis pour 6 joueurs, on n'aurait peut-être pas tout pu voir pour la petite présentation. Alors, dans ce jeu, qu'est-ce que l'on a? On a chacun un petit tableau comme ça, qui représente un peu sa tribu et les progressions. Parce qu'en fait, c'est un jeu dans lequel votre tribu va partir de son village, qui petit à petit, à cause de la montée des eaux, va bientôt être englouti. On est, je ne veux pas dire de bêtises, si, non, je vais en dire, donc je ne vais pas dire à quelle période. Donc en fait, on est à la fin des glaciations, on a même entamé les dégels, et donc en fait, des plaines fertiles vont être inondées, et donc on va devoir se progresser vers la montagne, qui est ici. Mais ce n'est pas une course, ce n'est pas un truc où il va falloir aller le plus vite possible là-bas. Vous gagnerez des points de victoire en arrivant en premier, ainsi de suite. Certes, vous gagnerez des bonus, mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est pas tellement le but, mais c'est tout le voyage que vous allez faire auparavant. Parce qu'en fait, votre petit bonhomme ici, en se déplaçant, il va passer sur le plateau de jeu sur des endroits où il va récolter des ressources. Et donc ces petites ressources, on a là des mammouths, des plantes, du bois, de la pierre, ainsi de suite. Et toutes ces choses-là vont lui permettre en fait après de réaliser des objectifs notamment. Il va se déplacer, on peut se déplacer un peu comme on veut, on peut revenir sur ses pas, on peut aller en haut, en bas, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, peu importe. C'est pas une course, donc en fait, il vaut mieux des fois perdre son temps sur le plateau pour récupérer des éléments ou des cartes que de foncer tout droit. Mais ce qui va être important aussi, c'est de laisser sa trace de son passage. Donc on laisse cette trace de son passage en faisant notamment des gravures et en réalisant en fait des objets comme ça. Donc on a la hache, on a l'habit en peau de bête, ainsi de suite. Et ces choses-là, en fait, lorsque vous allez les réaliser, il y a des prérequis, bien sûr, il va falloir des ressources et des trucs comme ça. Ça va vous faire marquer des points. Mais en plus, ça va aussi libérer, hop là, ça va libérer en fait des espaces qui vous permettent de vous améliorer, et notamment dans la façon de progresser sur le plateau de jeu. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de terrains sur le plateau de jeu. Il y a quatre types différents, et votre bonhomme ne va pas avancer aussi vite sur les uns que sur l'autre. Parce qu'en fait, chaque tribu, c'est un jeu qui est asymétrique. Donc en fait, chaque tribu va avoir plus de facilité sur un terrain que sur l'autre. Donc certains vont être avantagés sur la glace, d'autres dans les forêts, ainsi de suite. Cet avantage-là, vous l'aurez notamment marqué sur votre plateau de jeu. Vous allez avoir sur le plateau, en fait, le nombre de cartes qui permettent de faire les déplacements sur le plateau. Alors, donc, je vous ai dit qu'on laissait sa trace
en faisant des petites gravures comme ça, et on laisse sa trace aussi en faisant la gravure de son clan, qui est un magnifique petit pion en bois, en le laissant dans une grotte. Cette fois, tac, on le met dans la grotte, et en fonction de la grotte que vous aurez choisie, ça va vous rapporter des points en fin de partie. Ça peut être des points multipliés par le type de carte que vous avez, enfin peu importe, il y a plein de façons différentes de marquer des points. Voilà, donc c'est très important de laisser ces traces, hein, c'est vraiment le but du jeu. Les cartes, vous avez 13 cartes actions par joueur, donc chaque clan a ses cartes actions. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes d'un clan à l'autre. Et ces cartes actions vont vous permettre de faire soit l'action du haut, soit l'action du bas de la carte. En fait, les cartes à chaque fois, sauf les cartes leaders, mais sinon les cartes en général vous permettent de faire, hop voilà, bien sûr je n'attrape que des cartes leaders, vous permettent de faire en général pour celle du haut un déplacement, qui peut être multiple, donc on se déplace sur un terrain principal et un petit bonus après, ou alors l'action du bas qui vous permet d'améliorer en fait votre plateau de jeu. En améliorant votre plateau de jeu, vous avancerez plus vite, vous progresserez plus vite sur les différents terrains, et il va y avoir des seuils. Lorsque vous passez par-dessus, vous allez gagner des bonus. Ben, il y en a où vous passez par-dessus, vous gagnez une ressource mammouth, d'autres vous allez gagner une carte feu. Ainsi de suite. Donc ça vaut le coup. Il y a cette espèce de petite course là qui fait aussi marquer des points de victoire. Et donc il y a cette espèce de petite course où on va essayer de se spécialiser et donc d'aller prendre les ressources les plus intéressantes. Donc pour avancer, on va utiliser les cartes comme ça. Pour améliorer son plateau de jeu, on va les utiliser aussi. Attention, elles ne sont utilisables qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai utilisée, on la défausse et on la remplace par une nouvelle carte de son plateau de jeu. Donc ça veut dire qu'on va jouer 13 fois. Il va y avoir 13 tours. Les autres cartes du jeu que vous allez pouvoir récupérer soit en passant par-dessus sur le plateau de jeu, soit en les récupérant grâce à votre petit plateau de clan, sont d'une part des cartes de feu qui vous donnent soit des avantages, donc ça vous permet soit d'avancer plus vite sur le plateau, soit d'améliorer en fait vos curseurs ici, ainsi de suite. Donc on peut les jouer en plus d'une carte classique. Et ensuite il y a ces cartes-là, les cartes empreintes de pas, qui sont des cartes objectifs. Alors c'est des cartes objectifs, lorsqu'ils sont réalisés, vous retournez la petite carte et vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Le problème, c'est un peu comme dans les aventuriers du rail, c'est que si vous les réussissez, vous marquez 6 points de victoire. Si en revanche vous foirez un objectif, vous perdez 3 points de victoire. Voilà. Donc là, globalement, je vous ai dit comment marquer des points de victoire, en arrivant au bout, en faisant des sculptures sur le chemin, en faisant votre peinture rupestre dans les grottes et en réalisant des objectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? D'abord, la thématique. Parce que j'aime bien tout ce qui est histoire et préhistoire. Un de mes jeux favoris, c'est l'âge de pierre. Et donc là, je retrouve un peu cette époque-là, ce matériel-là, ainsi de suite. Ce qui m'a plu aussi, justement, c'est le matériel. Ce sont notamment les illustrations. Alors, je vais vous trouver le nom de l'illustrateur parce que j'ai oublié de vous le dire au départ. Voilà, les illustrations sont de Andrea Alemanno, qui est un illustrateur italien qui fait de la bande dessinée, notamment, chez lui. Et donc là, qui a illustré le plateau et les cartes. Pardon, la boîte et les cartes. Le plateau est plus austère, hein, mais il me plaît beaucoup. Il est modulable d'abord, c'est-à-dire qu'on peut, d'une partie sur l'autre, changer les emplacements et donc changer en fait les courses. On peut même faire des espèces de serpents. Il y a plusieurs façons de créer son cheminement. Là, j'en ai fait un classique. Il fait un peu vintage et ça me plaît. Pareil aussi, les petites ressources, ça fait un peu ancien, le plateau de jeu aussi, mais je trouve que ça a un charme. Et puis c'est un jeu dans lequel on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à programmer. C'est très tendu, parce qu'en fait les cartes sont utilisables une seule fois, et on ne peut faire que l'une des actions de chaque carte. Voilà, et ça reste fluide, et très, très agréable à jouer. Et quel que soit le nombre de joueurs. Alors on râle beaucoup, notamment quand on veut à tout prix faire une peinture dans une des grottes et que, bien entendu, un des autres clans est venu le peindre avant vous, parce que, bien sûr, si quelqu'un a peint dans une grotte, ça ne se fait pas d'aller repeindre par-dessus. Donc il faut en choisir une autre. Voilà, donc Footprint par Matago.
1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, donc on est dans du familial, familial plus. C'est pas un jeu de course, c'est un jeu de progression, mais pas un jeu de course. C'est un jeu où on doit devoir gérer sa main de cartes, gérer son plateau de progression et gérer ses déplacements et ses actions sur le plateau de jeu. Voilà, très agréable à mettre en place et très agréable à jouer. Voici Redac Chef. Redac Chef, c'est un jeu américain de Peter McPherson. Bien sûr, il y en a une version française que nous avons là qui est éditée par les Lucky Duck Games. Donc, un jeu de Peter McPherson, pardon, illustré par Yann O'Toole, de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Et pour des durées d'environ une trentaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Ça dépend des options du jeu. C'est un jeu dans lequel il va y avoir des tas et des tas d'options. Il y a aussi un côté très frénétique. Et c'est ce qui m'a plu dans ce jeu. Outre le thème qui est extraordinaire, les illustrations aussi, avec des journalistes animaux qui sont très mignons. Il y a même dans le bouquin, il y a des biographies de chaque petit personnage. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu-là? En fait, on va faire des combinaisons, on va faire du draft, on va faire plein de petits trucs. Et ça va être très frénétique parce que c'est dans une limite de temps. En général, on joue des séquences de 4 minutes. On peut l'allonger si on veut se donner plus de temps, surtout si on ajoute des contraintes. Vous allez voir qu'on peut rajouter des tas et des tas d'options. Mais on peut aussi le rendre encore plus frénétique en jouant simplement 3 minutes. Alors, on est donc à la tête d'un journal et on va devoir rédiger les 3 à 1 du vendredi, du samedi et du dimanche. Et donc pour ça, on a un petit plateau, j'en ai déjà mis un là en situation, on a un plateau qui représente en fait l'espace sur lequel on va devoir rédiger son journal le vendredi, puis quand on aura fini, on passera au samedi qui est un peu plus grand, parce qu'il y a une marge supplémentaire, et quand on passera au dimanche, on fera de l'autre côté, là c'est encore plus grand. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans son journal? On va mettre différents éléments que l'on va aller chercher ici et on va aller les chercher d'une seule main. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des photos, des articles, il y a différents types d'articles de différentes familles. Il y a je voulais faire en couleur, il y a des articles roses, des bleus et des verts. Il y en a sur le sport, d'autres sur les faits divers, vous voyez, la politique, ainsi de suite. Et puis il y a aussi donc des photographies et des publicités. Et il va falloir réussir d'abord à aller chercher ces éléments, les mettre sur son bureau, et ensuite on va en fait les disposer sur son journal de façon harmonieuse. D'abord, donc, pour aller les chercher, on met le chronomètre en marche et on va les chercher avec une seule main. Je regarde, si ça me plaît, je le mets sur mon bureau, je ne le mets pas encore sur mon truc, je peux aller en chercher un autre, toujours avec une seule main. Ça aussi, ça m'intéresse, ça aussi, ça m'intéresse. Ça, ah non, ça, je ne le veux pas. Si je ne le veux pas, je le repose face visible. C'est que maintenant, les autres joueurs vont pouvoir venir le prendre et là, ils sauront ce que c'est. Même vous, vous pourrez le prendre plus tard, si finalement vous vous rendez compte que ça, vous pouvez le placer. Une fois qu'on a suffisamment d'articles sur son bureau, eh bien on va passer à la rédaction, et donc on va dire mise en page. Et donc mise en page, vous allez prendre les éléments et vous allez les poser sur votre plateau de jeu. Et pour ça, bien sûr, il y a des règles et des contraintes. D'abord, c'est de rester dans le cadre imparti, c'est-à-dire le vendredi, le petit cadre, le samedi, le cadre moyen et le dimanche, le grand cadre. Et ensuite, il y a des règles de placement, c'est-à-dire que on ne doit pas mettre 2 articles identiques côte à côte, c'est-à-dire 2 articles de même type. Par exemple, 2 articles de sport côte à côte, c'est pas bon. 2 photos côte à côte, c'est pas bon non plus. 2 publicités côte à côte, c'est pas bon. Et donc, il va falloir faire très attention à la façon dont on articule ces articles, ces photos et ces pubs, sinon, il y en a qui ne vont pas compter. On va les supprimer, en fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc toujours de façon frénétique, le premier joueur va dire bouclage. Bouclage, ça veut dire lui, il s'arrête. Il ne touche plus à son journal, mais il a pris le petit pion 1. Et puis le joueur qui va boucler en second prend le 2, puis ensuite le 3. Alors, ça a une utilité, parce qu'en fait, lorsqu'on va passer à la phase au jour suivant, eh bien, c'est eux qui vont en fait avoir le choix parmi un certain nombre alors c'est pas des unes, je me souviens pas le nom, mais je vais vous le retrouver. Donc en fait c'est l'article principal du journal et qui va vous donner des bonus, des façons de jouer particulières, d'enlever des malus, des choses comme ça. Donc en fait ça vaut toujours le coup de le choisir en premier. Alors donc lorsque j'aurai pris mes articles,
Ensuite, je vais les mettre. Il faut bien faire attention de bien les articuler, mais aussi il faut faire attention de ne pas en avoir en reste sur votre table, parce que tous ces articles ou tous ces éléments que vous aurez sur votre bureau, ça va être des points négatifs. Donc on va vous retrancher des points. Mais ensuite, on va aussi marquer des points. Alors on marque des points d'abord en fonction des valeurs des articles. Il y a des articles plus ou moins intéressants qui vont vous faire marquer 1 point, 2 points, 3 points, et ainsi de suite. Les photographies vont vous faire marquer des points en fonction des articles qu'elles illustrent. On va vous dire, ben, telle photo vous fait marquer 1 point par article bleu qui est à côté et 1 point par article rose qui est à côté. Donc à vous de bien les mettre en place. Et en fait, il y a les publicités. Les publicités vous rapportent de l'argent. Et ça, c'est très important parce qu'à la fin du jeu, c'est-à-dire à la fin des 3 journées, le journal qui aura le moins d'argent va faire faillite et donc on ne comptera même pas les points de ce joueur. Donc ça veut dire que, attention, de toujours mettre de jolies publicités dans votre journal. Alors, donc ce qui m'a plu, ben, c'est d'abord le thème, les illustrations, mais aussi ce côté frénétique d'aller chercher les articles, les photos, de les mettre sur son petit bureau, puis après de les assembler en essayant de laisser le moins de trous possible, parce qu'en fait, ces trous-là, le joueur qui aura laissé trop d'espace dans son journal va avoir des points négatifs, et celui en revanche qui a le mieux construit son journal va recevoir plein de points en bonus, les autres vont recevoir 1 point. Donc là aussi, on fait de faire très attention à ça, et toujours sous cette menace du temps, en fait, que j'ai trouvé très très intéressante. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait qu'on peut rajouter des tas et des tas de combinaisons de règles. On peut, par exemple, ici, rajouter des petites contraintes, comme celle-ci, par exemple. Les pubs ne peuvent pas être adjacentes à des photos. Donc, vous voyez, des contraintes supplémentaires. Et chaque jour, on va avoir une contrainte différente. Il va y avoir aussi, donc là vous avez une carte de presse pour chaque joueur qui est en fait un aide de jeu qui vous réexplique comment on joue, mais au dos il y a une particularité, donc chaque petit journaliste qui est là en fait va avoir une capacité spéciale, va pouvoir faire un truc en plus, voilà, va pouvoir enlever un malus, des choses dans ce style-là. Donc ça, on peut bien personnaliser, et puis il y a plein de façons de jouer. Il y a un mode solo, on peut jouer jusqu'à 6, mais il y a aussi un mode solo, et dans le mode solo, on va jouer en faisant il y a des scénarios. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un mode familial, où ça va être plus cool, et où on va compter les points de façon un peu plus facile. Il y a un monde aussi sans contrainte de temps, au tour par tour, où là ça va être plus réfléchi pour les joueurs qui ont du mal avec les jeux où ça va vite. Et il y a un mode très intéressant que je vous conseille. Il vaut mieux être 6, il faut être nombreux pour jouer. Mais c'est un jeu en fait où il va y avoir 2 espaces de jeu. Un espace en fait salle de rédaction, où il va y avoir le bureau et la rédaction, et un autre espace en fait où il va y avoir les journalistes qui vont aller chercher les articles, les photos et les rapporter au journal. Et donc il y a un petit côté téléphone arabe, je m'en vais, je reviens, avec des trucs, donc c'est très vivant. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a plu, c'est ce côté un peu déjanté, la qualité du matériel une fois de plus, le côté, je dirais immersif, parce qu'en plus, tiens, celui-là je l'ai mis à l'envers. Vous pouvez lire les petits titres d'articles, c'est assez rigolo. Voilà, et puis tout cet équilibrage. Alors, j'avais oublié un point aussi pour marquer des points. D'ailleurs, là, j'aurais un très mauvais journal. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes et les mauvaises nouvelles, elles sont notées en fait avec des petites têtes de chat qui sourient lorsqu'ils sont contents, elles sont jaunes, et qui font la gueule quand c'est des nouvelles tristes. Ce sont des figures bleues. Et en fait, il faudra qu'il y ait un équilibre entre les bonnes et les mauvaises nouvelles dans votre journal pour ne pas avoir de malus. Si vous avez autant de têtes de chat contentes que de têtes de chat tristes, pas de malus. Si en revanche vous avez plus de l'un ou de l'autre, ça va faire des points négatifs, parce que les lecteurs ne veulent pas lire que des nouvelles tristes ou que des bonnes nouvelles, ils veulent un équilibre. Voilà, donc ça c'est un de mes petits, vraiment c'est un de mes coups de cœur de la fin de l'année, un vrai petit bijou avec un matériel très joli, les petits bureaux, les trucs, il y a plein de petits machins à lire sur les cartons, les illustrations sont très sympas, voilà. Alors RuneQuest, le retour de RuneQuest, enfin pas le retour,
complément de la gamme de RuneQuest. RuneQuest, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un jeu de rôle, un des premiers jeux de rôle, donc un peu après Donjons et Dragons. La première édition de RuneQuest date de 1978, donc c'est un jeu entre autres de Greg Stafford qui est depuis décédé, mais donc à l'origine donc le jeu est de Greg Stafford, et maintenant c'est Jeff Richard qui a repris en fait en main l'édition de ce bijou. C'est vraiment, je pense, mon jeu de rôle préféré, et en particulier par son thème et le monde dans lequel ça se joue. Alors ça se joue dans le monde de Glorantha, Glorantha pour les anglophones, mais je trouve que Glorantha ça sonne bien, et donc ce serait un mode un petit peu, c'est un jeu un petit peu début de l'Antiquité, on va dire fin de la préhistoire, vous voyez, âge du bronze, début de l'âge du fer, ainsi de suite. C'est un monde dans lequel donc on va avoir une mythologie assez proche des mythologies grecques, celtiques, ainsi de suite. Il y a un peu de tout, mais c'est vraiment très très agréable à jouer. Il y a une cosmogonie qui est formidable, donc avec plein de dieux qui sont vraiment là, présents, et les cultes s'articulent les uns avec les autres, ainsi de suite. Voilà, il y a la magie qui est tirée entre autres des runes, qui est très plaisante et très présente, et donc c'est vraiment un super jeu de rôle. Et donc depuis quelques années déjà, nous avons eu la traduction de plein de suppléments et des règles de base de la 7e édition, parce que jusqu'à présent on n'avait eu que la 3e édition en français, et sinon il fallait avoir les éditions anglaises. Donc là, depuis quelques temps, donc, on a la 7e édition en français, et là donc vient de sortir pardon, le coffret découverte de RuneQuest. Donc le coffret découverte, c'est pas un coffret d'initiation, c'est pas un truc où il va y avoir juste 2 feuilles 4D et un petit scénario et 3 feuilles de perso. Non, le coffret découverte, c'est un coffret qui pèse 1,6 kg et qui est rempli à ras-bord. Alors déjà, il y a 4 très beaux livrets en couleur, couverture souple mais très beau, et qui vraiment, c'est vraiment un coffret d'introduction. C'est-à-dire que dedans, il va y avoir tout ce qui est nécessaire pour commencer à jouer, mais à vraiment jouer. Donc, il y a le livret de règles, dans lequel vous allez avoir les règles principales de RuneQuest, avec la création des personnages, les combats, bien entendu, la magie, ainsi de suite. Le livret numéro 2, qui est très intéressant, c'est justement le livret sur le monde dans lequel on joue, donc sur Glorantha. Vous allez avoir des informations sur la géographie, mais aussi sur les dieux, sur les runes, sur l'histoire, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans RuneQuest, c'est que vous allez jouer des humains. Vous allez jouer des humains, mais qui aspirent à devenir des héros pour participer à la guerre des héros, et donc servir le mieux possible leur tribu, leur clan et leur dieu, et surtout débarrasser le monde du chaos, parce que le chaos est en train de tout ronger, et donc il va falloir se le faire, ce chaos. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un scénario, c'est une quête solitaire. Donc ça, c'est un scénario qui peut être joué avec un seul joueur et un maître de jeu, plutôt d'initiation là, dans ce cas-là. Donc en fait, ça permet à des maîtres de jeu, alors on dit la meneuse dans ce jeu-là, ou des joueurs débutants de commencer. Et puis en fait, il y a un gros livret, le livret numéro 4, qui est un livret d'aventure, dans lequel il y a plusieurs scénarios et idées de scénarios. En plus de ça, ben, il va y avoir tout un tas de cartes, d'illustrations, un magnifique écran vraiment très chouette, et le dos de l'écran est très complet. Un très beau boulot. Des aides de jeu en pagaille, des personnages pré-tirés et des feuilles de personnages vierges. C'est-à-dire que vraiment, vous achetez ça, il n'y a que les dés à fournir. Mais en fait, quel est le rôliste qui n'a pas des dés chez lui? Et vous allez jouer avec le système du role-playing game, donc le système basé sur les pourcentages. Voilà, donc ça c'est vraiment... là, ils ne se sont pas moqués de nous, donc Chaosium pour la version américaine et Dead Crow, donc le studio qui est basé à Montpellier pour la traduction française et qui a fait du beau boulot. Bien que, j'ai lu, il y avait une petite coquille à un endroit, ils ont oublié d'enlever de l'anglais. Mais c'est pas grave, tout le reste est quand même de qualité. Et notamment, donc, je remercie 2 personnes qui ont participé à la rédaction et à la relecture de ces livrets. C'est Jean-Christophe Cubertafon et Gianni Wacca, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir jouer
faire des parties de jeux de rôle avec eux. Et ce sont vraiment ce qu'on appelle des papas du jeu de rôle en France, ces personnes-là. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer dans un jeu de rôle, on va dire antique, fantastique et d'une excellente qualité, n'hésitez pas, c'est RuneQuest qu'il vous faut. Voilà, RuneQuest. Et vous achetez le coffret découverte et là, franchement, vous ne serez pas volé. Parce que, vu la qualité du matos dedans, c'est génial. Notre histoire commence dans l'Arbreville, un énorme baobab au milieu de la savane, dans lequel tu as vécu toute ton enfance. Ce matin-là, tu remarques que les feuilles jaunes sont apparues au sommet de l'arbre, alors que cela n'était jamais arrivé auparavant. C'est inquiétant, l'Arbreville semble ne pas aller très bien. Tu décides donc d'élucider ce mystère. Mais qui veux-tu jouer? Est-ce que tu veux jouer Maylune, Issa ou Soumaïl, le petit frère? Alors, ben oui, ben ça vous connaissez. Vous connaissez parce il y a 11 tomes déjà dans cette collection. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous précipiter chez Jeux des Cartes Bordeaux ou chez votre ludicaire local pour en faire l'acquisition. C'est une espèce de livre-jeu bande dessinée dont vous êtes le héros. C'est Gameflow qui édite ça. Donc Gameflow, ils sont à Grenoble. Et nous, on adore. À la boutique, on adore. Donc c'est à partir de 5 ans. C'est une histoire qui se lit avec les enfants. Alors quand ils sont plus grands, ils peuvent la lire tout seuls. Et donc c'est une histoire à choix multiples, on va choisir son petit personnage et on va petit à petit tourner une page, tourner 2 pages, récupérer du matériel, progresser dans l'histoire, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Puis à la fin, on voit si on a réussi à ses fins, si on a réussi en fait à trouver le pourquoi, dans ce cas-là, ben, c'est voilà, le pourquoi en fait la rivière s'est asséchée. Moi je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Alors ça donc c'est le livre-jeu. Le premier qui était sorti, c'était sur J'adopte mon dragon. On partait à la recherche d'un petit dragon. Et ils avaient sorti aussi donc l'an dernier le puzzle du dragon. Et donc là, ben, on ressort à la fois maintenant, donc à nouveau, dans la même collection, cette fois donc le puzzle de Terre Ocre. Alors le puzzle de Terre Ocre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un puzzle de 42 pièces, des très grosses pièces comme ça, qu'on peut faire à partir de 5 ans. Donc d'abord on réalise son puzzle. Pour s'aider, on a même l'illustration qui est là. Et une fois qu'on a fait le puzzle, on va choisir un des petits personnages et on va se raconter une histoire en rangeant les pièces dans la boîte. Alors cette fois, on ne va pas jouer les personnages de l'histoire, on va jouer les petits esprits qu'ils rencontrent. Parce qu'en fait, il y a 3 esprits, je ne vais pas vous détailler parce que sinon je vais vous spoiler le livre et le jeu, mais il y a des petits esprits de la forêt, et ainsi de suite. Et donc on va en choisir un des 3 pour jouer l'aventure. Et donc comment ça se passe? Une fois qu'on a fait son puzzle, on vous dit, tiens, choisis le petit personnage que tu veux. Dans ce cas-là, l'esprit animal. L'esprit animal, cherchez-le sur le plateau, et puis si vous l'avez trouvé, hop, vous le retournez, et là, vous avez le numéro 1, et vous lisez en fait ce qui se passe. Et donc vous lisez votre petit chapitre, vous le rangez, et le petit chapitre vous renvoie sur la prochaine tuile à trouver. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous ne trouvez pas la bonne, vous remettez la tuile en place, hop, comme ça, et vous cherchez la bonne tuile jusqu'à ce que vous ayez rangé vos 42 tuiles et que vous soyez raconté la petite histoire du puzzle. Donc en fait, c'est à double détente, c'est super parce que d'abord on fait un puzzle et après on le range sans s'en rendre compte parce qu'on le range en se racontant une histoire. Donc voilà, donc là c'est à nouveau la très très bonne idée de Gameflow. C'est fabriqué en France en plus, je tiens à vous le dire. Alors les auteurs, tac, j'ai tout marqué parce qu'ils sont nombreux, il y a les auteurs et les illustrateurs. Donc c'est Antonin Bocara et Romain-Éric Gallonnier donc, qui ont eu l'idée des bouquins et du puzzle. Je me trompais peut-être. Et puis il y a plein d'illustrateurs différents, mais là il y a par exemple Fabrice Lamouille et Mathilde Malburé. Et les illustrations donc, du puzzle cette fois, c'est Thibaut Krébert. Voilà, donc c'est édité par Gameflow, ça vient de sortir, c'est sorti au mois d'août. Et c'est distribué par BlackRock. On peut donc y jouer à partir de 5 ans. Et je vais pas vous expliquer les règles du puzzle. Vous savez ce qu'on fait, on prend une pièce à côté. Voilà. Donc une belle collection à venir, déjà avec les 11 bouquins.
et les 2 puzzles. Voilà, donc ça c'est mon coup de cœur. Franchement, moi j'aimais beaucoup faire des puzzles quand j'étais petit, j'aime bien en faire encore, mais quand j'étais petit j'adorais ça. Et j'aurais adoré avoir ça, quoi. C'est-à-dire un puzzle avec en plus une histoire, ça aurait été génial. Voilà, donc mon puzzle aventure Terre et Ocre. Pour ceux qui ont déjà fait le voyage en Terre et Ocre, ils ont maintenant le petit puzzle. Voilà, donc je vous ai présenté mes 5 coups de cœur, ou plutôt 5 de mes coups de cœur pour cette année 2024. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir toutes nos vidéos. Allez voir aussi notre compte Instagram. Alice fait de magnifiques photos. Et donc je vous invite aussi à suivre les choix, les vidéos des coups de cœur de mes collègues donc de la boutique. Donc je rappelle, vous avez la possibilité de voir les coups de cœur de David, de Fanny, d'Antoine, d'Alex et d'Alice. Et surtout, je vous dis à très bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.